Et justement, commençons l'agenda politique. Nous sommes de retour le lundi 9 septembre 2024 dernier et on va commencer par une première actualité politique européenne puisque il y a une semaine, la France a reçu des félicitations. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Oups. Ouais, ça commence bien. Il y a une semaine, on va la refaire en moins mauvais. Donc, il y a une semaine, lundi 9 septembre 2024, en termes d'actualité européenne, l'Espagne recevait des félicitations pour sa gestion budgétaire sur l'année et sur ses perspectives économiques, tandis que la France, elle, était sanctionnée et recevait son bonnet d'âne. J'ai choisi de parler cet article parce qu'il va pouvoir faire un petit peu le lien entre la situation politico-économique à la fois de la France, mais aussi de l'Espagne sur un théâtre européen bouleversé, qui permet de faire un petit peu justement de comparer avec l'état de notre pays et les perspectives que nous avons sur notre scène politique nationale. Michel Barnier, toi-même tu sais. J'avais assisté à une excellente conférence entre auteuristes de fantasy qui ont abondamment parlé de ces sujets, j'ai adoré. Hmm, intéressant. Eh bien, allons-y, parlons de l'Espagne. Alors que le déficit du PIB, moi j'aime bien dire PIB au lieu de PIB, je trouve ça très drôle. Alors que le déficit du PIB espagnol s'élève à 3,3%, de l'autre côté des Pyrénées, Bercy tire la sonnette d'alarme en raison d'un déficit de 5,5%, bien supérieur aux 5,1% visé par le gouvernement. Pourquoi la péninsule ibérique s'en sort mieux que la France? C'est ce qu'on va voir effectivement, deux trajectoires bien différentes, deux politiques bien différentes. Euh, Après, j'ai envie de dire, l'Espagne ont un gouvernement. Pour l'instant, euh, pays cherche gouvernement actuellement en France, mais on va avoir l'occasion, pareil, d'expliciter le sujet plus en amont, plus en aval. L'économie espagnole est l'une des plus saines d'Europe. Preuve en est le pourcentage du déficit du pays au cours de la première partie de l'année 2000. Preuve en est le pourcentage du déficit du pays au cours de la première partie de l'année 2024. L'Espagne a effectivement présenté des comptes marqués par un déficit s'élevant à 3,3% du PIB. Un chiffre qui se rapproche des 3% du taux de déficit maximal fixé par le pacte de stabilité et de croissance européen. Justement, ça fait partie des grands indicateurs surveillés par la Commission européenne pour vérifier l'état de l'Union européenne et ses perspectives économiques et de croissance à long terme. Et l'économie espagnole pourrait encore mieux se porter. Bruxelles, donc le siège de la Commission européenne, qui est l'un des organes dirigeants de l'Union européenne, sinon celui qui donne le là des grandes politiques européennes, voilà, considère que le déficit actuel n'est que temporaire, car la Commission européenne a été convaincue par les arguments du gouvernement espagnol qui garantit que, d'ici 2025, le pays rentrera dans les clous avec un déficit à 3%. D'où vient la vitalité économique de l'Espagne, malgré ses récentes crises économiques. Vous voyez que j'en profite aussi pour parler de cet article, pour parler de la situation de l'Espagne sur la scène européenne, qu'on a longtemps un petit peu considéré comme un mauvais élève de l'Union européenne. L'Espagne faisait partie de ce qu'on appelle les pays du Sud de l'Union européenne. C'était ceux qui affichaient un taux de déficit trop élevé, un taux d'endettement trop élevé et une croissance en berne par rapport à ce qu'on appelle les pays du Nord de l'Union européenne qui, eux, affichaient une croissance dynamique, un taux d'endettement, voire même de remboursement de la dette au beau fixe et donc forcément un pacte de stabilité respecté. Et donc on a voilà, à l'heure actuelle, même si les lignes, vous voyez, changent un petit peu, on a ces deux catégories de pays avec des pays qui changent un petit peu de ligne entre le nord et le sud en fonction de leur perspective. Historiquement, le nord de l'Europe, donc les bons pays en termes d'indicateurs économiques, vont être des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède, et
je me demande, je crois pas que bah non, la Suède en fait pas partie de l'Union européenne. Je crois que la Finlande en fait partie, a une économie assez dynamique. Et donc on les appelle les pays du Nord puisque effectivement ils sont plus au septentrion de l'Union, de l'autre côté par rapport au méridien. On retrouve de l'autre côté les pays du Sud, donc avec des indicateurs économiques dégradés. On retrouve par exemple la Grèce, très connue il y a 10 ans avec sa situation de crise économique et qui en paye encore les pots aujourd'hui, avec anciennement l'Espagne, donc qui est en train de changer de catégorie, le Portugal et la France qui est en train de changer de catégorie pour rejoindre justement les pays du Sud. Voilà. Voilà. Donc il y a vraiment une frontière en plus qui avec le temps est en train d'être de plus en plus marquée entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et bien souvent, la Commission européenne demandait aux pays du Sud ce qu'on appelle un programme d'austérité, c'est-à-dire une réduction des dépenses publiques pour diminuer l'endettement et donc rétablir la balance des comptes publics comme on l'appelle. Or, l'Espagne a choisi une politique qui est en train de la renvoyer donc dans, dans le tiers, on va dire des pays du nord de l'Europe, avec une politique qui est en contradiction avec les objectifs européens, et c'est ce qu'on va voir. Premier indicateur qui témoigne de la réussite de l'Espagne sur le plan économique et budgétaire, c'est la création d'emplois au beau fixe. Une citation, l'Espagne crée de l'emploi et cela permet à l'État d'avoir plus de revenus, expliquait Josep Miró Roig. Alors, excusez ma prononciation, hein, j'ai pas fait d'espagnol depuis 12 ans, donc voilà, je vais faire ma prononciation bien française. C'est un économiste catalan interrogé par Equinox, qui est donc cet article, en juin dernier. Un cercle incontestablement vertueux rythmait l'économie espagnole en 2023 et cette dynamique se poursuit en 2024. L'État prélève plus d'impôts et de cotisations sociales grâce aux emplois créés. Dans le même temps, le pays dépense moins en indemnités chômage destinées aux Espagnols sans emploi. Nouvelle citation, quand il y a plus de prélèvements, l'État s'endette moins. C'est la raison pour laquelle l'État a l'un des déficits les plus bas d'Europe en 2023 et que l'économie fonctionne raisonnablement bien. Analyse encore une fois Josep Miró Roig. Si le pays poursuit ses efforts, l'économiste barcelonais évalue un niveau de dette de l'État à 3% sur le PIB d'ici 2 à 3 ans sera. Hein? Évalue à 2 en 3 ans sera. J'ai du mal à comprendre le sens de cette phrase. Mais l'idée, c'est que, voilà, dans 2 ou 3 ans, l'Espagne sera en dessous des 3% d'endettement public en pourcent du PIB, ce qui équivaut donc au taux maximal préconisé par l'Union européenne. Donc vous voyez que l'Espagne a une politique très interventionniste en termes de création d'emplois. Le taux de chômage globalement en Espagne a diminué grâce à une politique d'incitation de retour au travail et ça a créé indubitablement un cercle vertueux puisque une population active en grande majorité qui travaille, ce sont donc, comme l'a expliqué l'économiste, des recettes fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État, puisque ce sont des cotisations sociales, que ce soit des employés, mais aussi des entreprises. Ce sont des cotisations dans leur système de sécurité sociale à eux. Et de l'autre côté, enfin, et avant ça d'ailleurs, c'est aussi, du coup, avec un pouvoir d'achat plus important, une possibilité de consommation plus importante. Qui dit consommation plus importante, dit carnet d'adresses des entreprises qui se remplit, des magasins qui passent commande de biens de consommation, des restaurants qui fonctionnent, etc., etc. Donc tout ça permet justement de doper la production, qui à son tour a besoin de plus d'emplois et qui, etc., etc., cercle après cercle, voilà, on va le dire comme ça, contribue à créer encore plus d'emplois. Et de l'autre côté, le fait qu'il y ait plus d'emplois et plus de recettes, ça permet aussi de diminuer les dépenses, puisque les anciens Espagnols qui étaient précédemment en chômage
et ou en situation de précarité, se retrouvent avec un emploi, des perspectives de consommation, comme je le disais, et donc non seulement il ne coûte plus à l'État, puisque du coup il n'y a plus d'indemnité chômage à verser ou de alors leur équivalent de revenus de solidarité pour ne pas laisser les gens dans la misère la plus totale. Mais voilà, ça fait autant de d'allocations passives qui ne sont plus à verser pour le compte de l'État. Donc vous avez d'un côté une augmentation des recettes et de l'autre une diminution des dépenses. Rien qu'avec une politique d'emploi qui fonctionne sur l'offre et la demande, ça permet de rétablir les comptes publics de l'Espagne. Deuxième indicateur soulevé par cet article, c'est le tourisme, moteur inégalé de l'Espagne. La création d'emplois profite essentiellement au secteur des services. On est dans l'Union européenne globalement dans ce qu'on appelle des sociétés de services, c'est-à-dire où cette part-là de la production occupe une grande majorité donc du produit intérieur brut par rapport aux parts que représente l'industrie et l'agriculture. Donc, c'est pas complètement déconnant qu'effectivement ce soit le secteur des services qui en bénéficie le plus de cette logique de création d'emplois, puisque il me semble qu'en France, on est à 7 employés sur 10 qui sont dans le cadre des services. Voilà, enfin, dans le secteur qui travaillent dans le secteur des services. Et donc, il me semble que, grosso modo, c'est à peu près, je crois que c'était 18% pour l'industrie et 12 pour l'agriculture. Mais ça doit être des vieux chiffres, il me semble, qui datent de 2018-2019. Je suis un petit peu avec ma mémoire pour le coup. Mais l'Espagne, c'est globalement pareil. Parce que la France aussi base une partie de son de ses perspectives économiques sur son attractivité touristique. Logiquement, le tourisme dope une grande partie de l'économie du pays. Pourtant, cette activité comporte son lot d'inconvénients. Le tourisme a effectivement des limites. Par exemple, à Majorque, plus de 40% du PIB est apporté par le tourisme. C'est génial, mais ça se fait au détriment d'autres secteurs économiques importants, déplore l'expert. Le marché de la chaussure, donc là on est concrètement dans un secteur industriel, en fait par exemple les frais. Il était très développé à Majorque, mais ce secteur s'est fait phagocyter par le tourisme. Désormais, il n'y a presque plus d'emplois là-dedans, car les gens préfèrent travailler dans le tourisme et gagner plus d'argent, précise Joseph Miro Roig. En parallèle, le secteur de l'industrie se porte de mieux en mieux grâce aux fonds de l'Union européenne destinés à ce secteur d'activité. Il est vrai que les énergies renouvelables, les industries de batterie et l'automobile se portent bien en Espagne. Un important investissement a été opéré par le pays. L'arrivée massive de main-d'œuvre étrangère qualifiée et diplômée permet aussi à l'industrie et à l'innovation de se développer. Il y a pas mal d'étrangers ultra qualifiés qui s'installent en Espagne grâce au bon niveau de vie que propose le pays et à la création d'emplois dans ces secteurs. Je sais pas vous, mais moi quand je lis ces lignes, je devine finalement un petit peu la politique d'emploi qui a été décidée par le gouvernement espagnol, qui était à la fois de revitaliser, enfin de continuer à développer les services, et en même temps, mais c'est pas un en même temps macronien, vous le comprendrez très vite, de redynamiser une industrie en berne qui s'est largement effondrée en France, en Espagne comme ailleurs dans l'Union européenne face au commerce mondial et donc aux délocalisations par palette de 15. L'Union européenne a déployé une stratégie de réinvestissement sur le sol européen des industries, justement pour réindustrialiser l'Europe dans un sens assez large, en misant justement sur une qualité de travail et une innovation finalement pour faire de l'Europe un leader en termes d'innovation industrielle.
donc pour pas simplement refaire les mêmes industries qu'on avait il y a 50 ans, mais bien des nouvelles industries qui participent aux nouvelles innovations, au développement des pays, et notamment des industries qui participent à la transition énergétique. Ça, c'est un petit peu le dogme vanté par l'Union européenne. Vous pouvez le qualifier en bien ou en mal, comme vous le voulez, hein, ça chacun est à même de qualifier la politique européenne comme il l'entend. Néanmoins, du coup, qui dit politique européenne dit forcément investissement. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui sont créés par l'Union européenne, répartis au prorata des puissances industrielles des pays, justement pour favoriser le développement des industries dans les pays. Et notamment ce qu'on appelle les relocalisations. On entend beaucoup ce mot parler en France, notamment par anciennement notre gouvernement et anciennement notre ministre du renflement national, hein, voilà, qui parlait beaucoup de relocalisation et qui dépensait sans compter pour faire revenir les industries en France. L'Espagne voyait adopter une politique à peu près similaire, sauf qu'elle travaillait à la fois sur une politique d'offre, mais aussi de demande, justement pour que les industries qui se réétablissent en Espagne puissent avoir un débouché industriel derrière et que donc leur installation soit viable. Ce qui est tout le problème de la France en fait, c'est-à-dire que les relocalisations dont on entend parler, qui sont arrosées d'argent public, en fait bien souvent n'ont pas les débouchés commerciaux derrière et donc en fait ces relocalisations ne durent jamais très longtemps. C'est pour ça que là j'en profite pour vous glisser une petite perle de sagesse politique, on va dire, quand vous entendez un gouvernement parler de tant de milliards de dépenses dans la relocalisation, de tant d'emplois créés dans l'industrie, faites très attention à observer ça sur le temps long. C'est-à-dire observer les milliards investis sur le temps long, c'est-à-dire est-ce qu'ils font partie d'une politique globale ou bien est-ce que c'est simplement un coup de pouce? Est-ce que les entreprises qui en bénéficient se sont effectivement réinstallées durablement en France ou non? Et enfin, faites très attention en termes d'emplois créés, puisque création d'emplois, ça ne veut pas dire que c'est des emplois qui, pareil, sont pérennes et durables. Bien souvent, ces entreprises-là qui relocalisent temporairement en France quelques années, créer des emplois, puis ensuite relicencient, puisque finalement ça leur coûte plus cher que prévu. Donc il y a aussi la destruction d'emplois. Mais ce chiffre-là, on n'en parle jamais. Faites bien le distinguo entre la création d'emplois et la destruction d'emplois dans le secteur industriel. Parce que si on a plus de création et moins de destruction, effectivement, c'est-à-dire que l'industrie se redéveloppe en France. À l'inverse, si vous avez un taux de création d'emplois industriels qui est inférieur au taux de création d'emplois industriels, c'est qu'effectivement, nous sommes en perte de vitesse. Voilà, ça c'était la petite perle de sagesse que vous pourrez garder à l'esprit la prochaine fois que vous entendrez le ministre de l'économie parler de son plan de relocalisation de l'industrie en France. Et on va très certainement justement d'entendre parler avec le marronnier du budget 2025 qui est sur le point finalement d'arriver à l'Assemblée. Enfin, c'est pas pour tout de suite, quoi. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que je suis clair? Est-ce que vous comprenez bien un petit peu la différence pour l'instant sur les deux premiers indicateurs qu'on a vus entre la France et l'Espagne? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces indicateurs? Voilà. Impeccable, nous dit Bazar des Faits, très bien. Est-ce que toi, tu partages cette vision-là, ou bien tu as une vision différente justement de cette politique euh, de réindustrialisation promue par l'Union européenne, ou bien justement de désendettement aussi, puisque c'est un petit peu le cœur de cet article. Est-ce que vous avez une autre vision? C'est très intéressant, hein, voilà, on peut en débattre, et c'est un petit peu aussi l'objectif de l'agenda politique, de confronter les visions pour voir un petit peu. J'ai une question, je ne sais pas si tu as une réponse, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réindustrialiser la France? Alors, j'ai déjà commencé à en parler.
faire un peu comme l'Espagne. Effectivement, disons que si j'ai sélectionné cet article, c'est pas pour rien, c'est que cette politique interventionniste promue par l'Espagne, elle est clairement en train de montrer l'efficacité, enfin son efficacité. Pour moi, la réindustrialisation et surtout la réindustrialisation pérenne, elle tient en deux éléments majeurs, qui est à la fois l'attractivité des entreprises à l'échelle mondiale, mais surtout à l'échelle européenne, puisque c'est avant tout à l'échelle européenne, et on va dire les débouchés qu'on peut proposer à l'industrie sur notre sol. Bonjour Imotic, bienvenue sur mon stream. Merci sur ce stream, merci de t'être abonné. N'hésite pas à laisser un message dans les commentaires pour dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais. Bonjour à toi, voilà, je vois ton commentaire. Très heureux de te voir. Est-ce que je peux te demander, Imotic, comment est-ce que tu as trouvé ce stream et depuis combien de temps finalement es-tu là? Voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et pendant ce temps, je vais répondre à Valérie Holzer qui se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour réindustrialiser la France. Donc d'abord, il y a clairement un travail à faire pour assurer, on va dire, un intérêt pour revenir en France pour les entreprises, et ça passe encore une fois par plein d'indicateurs. Je vais pas pouvoir tous les développer parce que sinon on va passer 2 heures rien que sur la réindustrialisation et sur le modèle espagnol qui est en train de se développer, mais voilà, il y aurait énormément à dire. Déjà, pour ce côté-là, faire revenir les industries en France, on a un gouvernement qui en France le fait depuis 7 ans. Clairement, c'est des appels du pied, des politiques de ce qu'on appelle de l'offre pour faire valoir notamment, ce gouvernement a fait valoir un coût du travail plus bas, comme ils aiment bien l'appeler, avec des crédits d'impôt, des allègements de cotisations sociales pour abaisser le coût du travail en France par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Donc, on peut dire que ça, c'est un des critères qu'on peut mettre en place. C'est pas forcément le critère auquel moi je pense. Personnellement, je serais d'avis. J'ai trouvé le stream dans la catégorie Politics. Je suis belge, mais j'adore la politique française avec tout ce qu'il se passe. J'ai besoin d'en apprendre plus. C'est pourquoi je regarde souvent dans cette catégorie pour voir si quelqu'un live. Eh bien, très heureux d'apprendre que voilà, mon stream a attiré ton œil. Clairement, tu devrais en avoir pour ton argent, puisqu'ici, dans l'agenda politique, on parle de la politique. Bon, là, on est sur de la politique européenne, mais on fait grosso modo de la politique nationale française. Et l'idée de l'agenda politique, c'est revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine passée pour inscrire ces actualités politiques dans un temps plus long et s'en souvenir, pour ensuite voir un petit peu les actualités politiques qui vont marquer cette semaine qui s'ouvre. Ah, bonjour l'IREM17. Est-ce qu'on peut dire que les JO de Paris ont aidé économiquement la France, ou au contraire va aider le déficit? Alors, pour ce qui est des Jeux Olympiques, pour l'instant, en fait, on n'a pas encore de chiffres économiques parus qui permettent de dire s'il y a eu vraisemblablement, enfin, si ça aide la France, aussi, au contraire, ça l'a pénalisé. Les indicateurs, en fait, vont sortir normalement à peu près vers la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Les experts tendent à dire que il y a eu beaucoup de tourisme en France grâce aux Jeux Olympiques, donc qu'il y a eu un effet bénéfique pour la croissance, mais que du coup il y a eu plusieurs aléas très locaux qui dépendent un petit peu des bassins qui ont au contraire dégradé la situation, et que donc à ce jour on pourrait dire que les Jeux Olympiques pourraient ne pas nous avoir plus coûté que ce qu'ils nous ont rapporté. On serait grosso modo sur ça nous rapporte autant que ça nous coûte. On verra ce que vont nous donner les chiffres dans les prochains mois. Mais voilà, pour l'instant, on part un petit peu sur un équilibre. Voilà. Sinon que la position de la France a rayonné sur le plan international, mais ça se mesure pas directement sur le déficit public, sinon à plus long terme. Voilà un petit peu.
L'IREM, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Et justement, plus ça me permettra d'avoir de popularité pour avoir plus de monde sur ce stream. Et n'hésitez pas surtout, comme vous le faites, à commenter, à, à, à donner votre version de la politique pour qu'on puisse échanger là-dessus, pour que tout le monde puisse se faire leur opinion. Imotic et l'IREM, puisque vous êtes nouveau, je vous explique un petit peu l'agenda politique. C'est avant tout l'occasion de revenir sur l'actualité de la semaine passée pour en faire avant tout de la pédagogie. Je me prétends pas être un expert politique calé sur tous les sujets. J'ai mon petit bagage politique formé après une bonne décennie d'engagement politique. Mais voilà, je tiens avant tout à partager ça, surtout pour faire de la pédagogie, faire en sorte que les gens comprennent un petit peu ce qui est dit d'un point de vue politique pour qu'ils puissent se faire ensuite leur propre opinion. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à les poser. Ça permet justement de poser les questions et surtout d'y donner réponse. Moi je pars du principe que surtout d'un point de vue politique, il n'y a pas de questions bêtes. Et justement, pour moi, j'aurais presque envie de dire, il n'y a que les personnes bêtes qui ne posent pas de réponse, puisqu'en fait, ça permet de poser des questions, ça permet de se rendre compte qu'on ne sait pas quelque chose. C'est aussi l'avouer et donc justement se tenir à disposition pour avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Bonjour Damanos, bienvenue sur ce stream. On était en train de parler un petit peu dans notre première news du redressement de l'Espagne de ses finances publiques avec une politique interventionniste basée sur l'industrie et les services. Et donc j'étais notamment en train de répondre à Valérie Holzer qui se demandait ce qu'on peut faire nous en France pour rétablir l'industrie, et je disais donc que ça passait notamment par une politique de l'offre, mais aussi par une politique de la demande, qui là, en fait, pour moi, ce serait avant tout structurer le marché européen pour que les entreprises qui se mettent en place, qui se relocalisent en France, puissent avoir des débouchés suffisants et des clients potentiels. Et c'est un petit peu le maillon faible du marché européen, puisqu'en fait, les débouchés des industries sont avant tout à l'échelle de la planète et pas assez en Europe. Et c'est pour ça qu'en France, les entreprises relocalisent pendant un moment, testent des choses et au bout d'un moment finissent par redélocaliser finalement puisqu'ils ne trouvent pas de débouchés commerciaux qui leur permettent d'être tenables. Donc en fait ça fonctionne pendant un temps puis au bout d'un moment ça s'effondre et hélas en France les exemples sont de plus en plus nombreux d'industries qui se pètent la gueule comme ça après avoir souhaité relocaliser en France. Et donc, on en arrive, après avoir vu la situation de l'Espagne et de sa politique, on peut se poser légitimement la question, est-ce que l'Espagne ne serait pas une future puissance économique européenne? En effet, au vu des récents chiffres encourageants de l'Espagne, il est légitime de s'interroger sur l'éventuel nouveau statut de l'Espagne au sein de l'Union européenne. Pour l'heure, l'Espagne se situe encore loin derrière l'Allemagne ou même la France. Je suis pas sûr. Le poids initial de l'Espagne est bien plus bas que celui de la France ou de l'Espagne. Ou de l'Allemagne. Oh là, j'ai fourché. Il faudrait donc encore beaucoup de temps pour rattraper ce retard. La péninsule ibérique n'est ainsi pas encore prête à remplacer la France au sein de l'UE, même si l'Hexagone a été épinglé par Bruxelles et Bercy en raison d'un déficit du PIB de 5,5%. Effectivement, on a d'un côté une Espagne qui remonte et de l'autre une France qui chute. Restons très attentifs à la situation de l'Espagne. Par ailleurs, l'économiste catalan estime que la dette colossale de la France nourrit une véritable menace quant au futur et à la stabilité de l'Union européenne. Si la France fait banqueroute, l'Union européenne ne se relèvera pas. Son statut n'est pas celui de la Grèce ou de l'Espagne. La France est et restera toujours l'un des principaux moteurs économiques de l'Union européenne. Si elle tombe, tous les autres pays risquent de lui emboîter le pas et de chuter, s'inquiète l'expert interrogé pour l'article. Une situation périlleuse qui n'est indéniablement pas à prendre à la légère.
une réaction du prochain gouvernement de Michel Barnier, du nouveau Premier ministre français, est plus que jamais nécessaire. Effectivement, nous avons besoin d'une politique économique, industrielle et économique qui soit très forte et moi, clairement, je vais le dire comme ça, clairement, une politique qui s'inspire de ce qu'a fait l'Espagne, c'est-à-dire une politique interventionniste de création d'emplois, de relocalisation pour justement rétablir les comptes publics de la France. Puisqu'en France, ça fait 7 ans qu'on table sur une politique de l'offre, c'est-à-dire diminuer le coût du travail avec un espoir que les entreprises relocalisent. Mais le problème, c'est que en diminuant le coût du travail, le problème, c'est qu'on fragilise des pans toujours plus importants de la population, des pans de la population qui sont de moins en moins enclins à consommer et donc ça ne permet pas de relancer la machine industrielle et économique de la France. Voilà pourquoi la France est toujours en berne à ce niveau-là, avec un déficit qui continue de s'aggraver, puisqu'on n'a pas de politique de la demande en plus de la politique de l'offre. Politique de l'autruche. Moi j'avais compris ce que ça voulait dire avant d'en voir une d'autruche. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Une politique qui court vite, une politique qui fait des gros œufs. Tu cites Caradoc, toi, maintenant. Mais effectivement, on pourrait dire que le septennat de Bruno Le Maire se résumerait à une politique de l'autruche, en croyant que le monde entier allait relocaliser en France juste parce qu'on écrivait France dessus, et pas en faisant en sorte de créer les débouchés à la fois nationaux et européens. Et c'est de ces deux problèmes-là que qui mettent la France dans l'embarras. À long terme en plus, puisque là le déficit est sur le point de s'aggraver, et si on n'a pas clairement de changement de politique, et je vais le dire comme ça, hein, je vais clairement dire le fond de ma pensée, si on n'a pas une bifurcation de politique économique qui ne soit pas dirigée vers un véritable réinvestissement du champ du travail et du développement économique, clairement, notre député, notre déficit, pardon, va aller de mal en pis. Ils produisent quoi en Espagne principalement? Eh, vous savez quoi? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'ils produisent en Espagne? Hop. Alors, on va regarder ça. Hop. Voilà. Je vous mets ça là. Secteur industriel en Espagne. Hop. Alors, attendez que je remette. Hop. Automobile, 10% du PIB. Ok. Bah ça, je le savais pas. Ah ouais, donc ils ont quand même un secteur automobile qui est intéressant. Agroalimentaire. Ouais. Ah oui, alors ça par contre, oui, Mercedes, oui, je venais d'y penser effectivement au même moment, ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais j'imagine en fait, oui, tous les pays européens ont globalement des grands secteurs automobiles comme ça, un fleuron automobile national finalement. Voilà. L'agroalimentaire, ça je le savais parce qu'effectivement, l'Espagne est une grande, enfin, il y a, elle est notamment connue pour ça, Bonjour Kurama Girl, bienvenue sur ce stream de l'agenda politique où on inscrit la politique dans le temps long en revenant sur l'agenda politique de la semaine passée et pour parler des actualités à venir. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour qu'on soit plus nombreux dans cette aventure. Et bien sûr, le but, c'est de répondre à toutes les questions, de faire de la pédagogie. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as une vision des faits différente, n'hésite pas à le dire aussi. On est là pour discuter et on est là pour répondre aux questions qu'on pourrait se poser tous ensemble. Moi le premier, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant un petit peu de mon statut, que je ne suis pas expert politique. Il est très fort probable que je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions et aux questions que des fois vous pourriez me poser. Mais c'est le but un petit peu de cette chaîne, c'est qu'on va apprendre tous ensemble et se renseigner pour ne pas laisser de questions non répondues.
Donc l'agroalimentaire, puisque l'Espagne est connue donc pour un secteur agricole assez développé, mais surtout un secteur agroalimentaire de transformation des produits, des denrées alimentaires brutes en produits agroalimentaires. Vous voyez, 450 000 personnes, 30 000 entreprises, 30 milliards d'euros. Donc voilà, elle pèse quand même avec son industrie agroalimentaire. La chimie, 5,6% du PIB. Ouais. Mais alors on n'en sait pas plus. La décarbonation de l'industrie. Ah. J'imagine ça doit se faire sur fonds européens, puisque ça c'est là-dessus qu'ils financent notamment la décarbonation. L'IA, le numérique et la robotisation. Ouais, mais ça c'est pour les services. Encore que ça touche quand même l'industrie. Et ben voilà. Donc globalement, l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie et la décarbonation. Voilà un petit peu les grands piliers de développement de l'Espagne. Et j'imagine ce doivent être eux qui en ce moment bénéficient de cette politique de relance de l'emploi de l'Espagne, du gouvernement espagnol. Voilà un petit peu donc pour ce premier article sur la situation de l'Espagne qui est en train de devenir un bon élève de l'Union européenne et qui, peut-être un jour, nous verrons cela dans les années à venir. euh, Ouais, finalement, en fait, c'est un peu logique puisque l'Europe s'est beaucoup harmonisée dans le cadre de sa construction européenne sur notamment ses industries avant que ça délocalise. Puisqu'avant, on avait tous des marchés nationaux. Petit à petit, on a ouvert nos marchés nationaux à un marché européen qui est devenu mondial. Mais effectivement, voilà, chacun, on a tous un petit peu nos spécificités. Les avions, les armes pour nous. Pour la France, on peut aussi rajouter les BTP et le ferroviaire. Voilà, donc ça fait, on a tous un petit peu nos particularités sur ce théâtre industriel européen, et c'est un petit peu ce qui peut faire aussi nos atouts à 27 dans l'Union européenne, c'est dire qu'on peut développer un marché commun là où en fait il y aurait une demande commune avec justement des spécificités dans chacune des pays et donc des possibilités de relocaliser dans tel pays pour en faire bénéficier l'ensemble du marché européen. Ça, ce serait dans le monde des bisounours. C'est un plaisir de te voir dans cette nouvelle aventure. Eh ben écoute, ça fait très plaisir, c'est très gentil à toi de le dire. Je prends mes marques en plus, hein, le commentaire politique comme ça, je l'ai commencé la semaine dernière, donc techniquement je débute sur ce format-là, hein, j'entends en stream. Mais voilà, et je suis toujours prompt à m'améliorer et à voir un petit peu qu'est-ce qui vous pourrait aussi vous faire plaisir, hein. Voilà, et bah écoutez, on en termine avec l'Espagne, mais on reste sur le théâtre européen pour l'article suivant. Là, nous sommes le mardi 10 septembre 2024 et l'UFC Que Choisir annonce avoir déposé une plainte à l'échelle européenne contre 7 éditeurs de jeux vidéo et leur monnaie virtuelle. J'ai choisi de parler un petit peu de cet article puisque sur cette chaîne je fais des jeux vidéo aussi que vous retrouverez un peu partout, enfin un peu en fin de semaine et quelques VOD de là. C'est une grande passion. Or, il y a quelque chose d'intéressant à cette plainte déposée par l'UFC Que Choisir, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, surtout sur ce théâtre européen. Je choisis d'en parler puisque du coup ça en devient une actualité éminemment politique, si je puis dire, surtout sur les débouchés qu'il y a. Je vais aller quand même assez rapidement dessus puisque la plainte vient d'être déposée, donc j'aurai l'occasion d'y revenir au fur et à mesure que cette plainte avancera en fonction de comment elle sera reçue par la Commission européenne. Alors que les jeux vidéo sont devenus l'un des loisirs préférés des Français, l'UFC Que Choisir et la CLCV tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur la présence et l'usage de monnaie virtuelle incorporée dans ces jeux. Il s'agit d'un mode de paiement intermédiaire créé spécialement pour certains jeux et qui n'est utilisable qu'à l'intérieur et pour les besoins de ceux-ci afin d'accéder à plus de fonctionnalités et ou prolonger l'expérience de jeu. Ces monnaies spécifiques conduisent les consommateurs à faire des achats de contenu virtuel pour améliorer le jeu, mais sans connaître leur réelle valeur.
Aux côtés de 20 autres associations de consommateurs européennes, l'UFC Que Choisir et la CSCV déposent plainte contre 7 éditeurs de jeux pour pratiques commerciales trompeuses et exigent des autorités européennes et nationales qu'elles imposent une meilleure information des consommateurs dans le cadre d'achats de jeux vidéo. Tout simplement, en fait, voilà, c'est pour. Je vais aller rapidement dessus. Pour ceux qui sont pas trop habitués de ça, en fait, ce qu'on appelle des microtransactions, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un jeu, il y a souvent une boutique. Et cette boutique vous propose d'acheter des objets avec de l'argent réel. Mais vous n'achetez pas ces objets, ces passes, ces cosmétiques directement au prix indiqué avec votre carte bancaire. Vous achetez bien souvent des monnaies virtuelles, comme vous voyez là, qui ont un coût. Et ensuite, une fois ces monnaies virtuelles en votre possession, vous pouvez les investir à votre tour, à leur tour, dans la boutique. Or, entre l'achat de cette monnaie virtuelle et l'achat en boutique, eh bien, du coup, le consommateur est floué, puisque du coup, il perd la valeur de ce que ça lui coûte en termes d'argent réel, si bien qu'on se retrouve dans une situation où, pour certaines maisons d'édition de jeux vidéo, les microtransactions finalement représentent une part très importante de leur recette dans les jeux et font tout pour vous pousser à l'achat avec des mécanismes compulsifs et psychologiques pour vous pousser justement à sortir toujours plus votre carte bleue dans les jeux vidéo. Je passe très rapidement dessus. Si vous voulez en savoir plus justement sur les microtransactions, vous trouverez beaucoup de vidéos politiques, de vidéos sur YouTube, d'articles politiques qui parlent de ça en long, en large et en travers. Moi, c'est simplement en guise d'introduction et pour resituer ça dans le contexte politique. Bon lurk, bazar des faits, et à tout à l'heure pour le raid. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Les monnaies virtuelles masquent le vrai prix des achats dans les jeux et c'est l'angle d'attaque qu'ont choisi ces 20 associations européennes. Les monnaies virtuelles incitent les consommateurs à dépenser toujours plus. Voilà. Et donc, voici globalement les différents jeux qui sont accusés par ces entreprises et leur maison d'édition. Nous avons Diablo 4, Football Club, enfin eSport FC 24, qui est anciennement FIFA, qui est devenu donc EA Sport Football Club, Fortnite, Minecraft, Roblox, Clash of Clans et Rainbow Six Siege, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, effectivement. 7 types de jeux différents, de 7 maisons d'édition différentes, mais des jeux comme ça, il y en a des centaines et des centaines actuellement sur le marché. L'UFC Que Choisir et la CLCV et leurs homologues européens du BEUC saisissent la Commission européenne et le réseau des autorités de protection des consommateurs. Donc en France, c'est la DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la comment on appelle ça, de la compétitivité et de la répression des fraudes, voilà ce que veut dire l'acronyme DGCCRF, pour qu'il fasse cesser au plus vite et, le cas échéant, sanctionne les pratiques commerciales de 7 éditeurs de jeux vidéo. Donc dans l'ordre de ce qu'on a vu, Activision Blizzard King, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studio, Roblox Corporation, Supercell et Ubisoft, qui se refusent à afficher le prix en euros et des objets contenus proposés en monnaie virtuelle dans leurs jeux vidéo. Plus spécifiquement, en fait, pourquoi j'ai choisi de parler de cette news, c'est parce qu'en fait, ce serait un précédent dans le monde du jeu vidéo, puisque jusqu'à présent, il n'y avait aucune loi, aucune sanction, aucun arbitrage qui avait plaidé en faveur d'une sanction des microtransactions. Et donc, les éditeurs y allaient à cœur joie, et ils vont toujours à cœur joie. Or, la Commission européenne, il se trouve en ce moment, on a entre guillemets de la chance là-dessus, c'est qu'elle se situe bien souvent du côté des consommateurs et notamment des joueurs. Donc en fait, si la Commission européenne venait à rendre un verdict là-dessus et sanctionnerait ces 7 maisons d'édition là, ça créerait un précédent
presque une jurisprudence, en fait, on pourrait dire, même si c'est un terme juridique, à deux égards. Premièrement, en fait, il y aurait une sanction sur tout le marché européen, mais en fait, ce serait la première sanction, et donc il y aurait d'autres pays qui pourraient être à même d'envisager des sanctions contre ces éditeurs pour justement faire que les microtransactions soient plus éthiques et plus transparentes vis-à-vis des joueurs, voire même peut-être les supprimer. Je sais que c'est notamment le cas aux Pays-Bas qui ont interdit les microtransactions. Non, c'est la Belgique, il me semble. En plus, on a une personne belge dans le chat, en la présence de Imotic. Si ça te parle, peut-être que tu pourrais me confirmer. Il me semble que la Belgique interdit les microtransactions et aux Pays-Bas, c'est les loot box qui sont interdites, puisqu'elles sont classifiées en jeu d'argent. Mais donc, ça pourrait avoir un retentissement mondial, mais ça pourrait aussi, deuxièmement, avoir un retentissement sur l'ensemble des maisons d'édition et pas simplement que les 7 qui sont mentionnés dans cette plainte. Puisque si on en a sanctionné 7, pourquoi on pourrait pas toutes les sanctionner à partir du moment où elles font des pratiques commerciales qu'on pourrait dire abusives, trompeuses, etc. Voilà donc en fait l'Europe pourrait être la première entité supranationale à faire un pas de géant dans le monde de l'éthique du jeu vidéo et pour réglementer ce secteur qui est toujours autant dérégulé à ce jour et qui en souffre justement de souffrir de régulation. Voilà, donc ce serait un grand pas qui serait franchi et ce serait bien que la Commission européenne s'en empare à bras le corps justement pour donner raison à ces associations-là. Et donc c'est pour ces raisons que j'ai choisi de parler de cet article qui mêle un petit peu les jeux vidéo et la politique euh, dans cet agenda de la semaine. En tout cas, soyez certains que quand on aura plus d'infos sur cette plainte européenne, rassurez-vous, je serai là pour en parler, pour donner mon avis là-dessus et pour faire le bilan un petit peu. Est-ce que ça a été reçu et est-ce que justement ça prend de l'ampleur dans d'autres pays ou sur d'autres éditeurs de jeux vidéo. Voilà. En tout cas, moi, je nourris beaucoup d'espoir vis-à-vis de la Commission européenne pour qu'il s'empare de façon favorable de ce sujet. Il y a clairement une carte à jouer là-dessus pour comment dire, pour faire de l'industrie du jeu vidéo une industrie plus éthique. Voilà. Eh bien écoutez, on va clôturer donc maintenant cette parenthèse de politique européenne. Donc on a vu avec l'Espagne et avec les jeux vidéo. Nous allons revenir sur la politique française avec finalement l'actualité qui aura marqué la semaine dernière, c'est la nomination de Michel Barnier à Matignon. Il est devenu Premier ministre et cherche actuellement à composer le gouvernement. Or, cette nomination a soulevé beaucoup d'encre. Je sais pas si ça se dit. A fait couler beaucoup d'encre et a soulevé les passions. Voilà, on va le dire comme ça, plutôt que soulever beaucoup d'encre. Voilà, j'ai fait une tentative, notamment sur sa personnalité, sur ses chantiers, et notamment sur ce qui va pouvoir être fait. Notamment la réforme des retraites, celle qui a été adoptée de force antidémocratiquement l'année dernière, après une âpre mobilisation de la rue et une âpre mobilisation des parlementaires aussi pour essayer de faire plier cette loi. Voilà. Nous sommes dans une configuration politique où l'Assemblée nationale est tripartisée comme jamais et aucun camp ne détient la majorité absolue des voix. Or, deux coalitions se sont déclarées en opposition à la réforme des retraites et souhaiterait la supprimer. Nous avons à gauche la coalition du Nouveau Front Populaire et ses quatre partis que sont le Parti communiste, la France Insoumise, le Parti Socialiste et les écologistes qui ont été dès le début en opposition à la réforme des retraites.
et qui l'ont fait savoir dès le début. De l'autre côté, il y a la coalition de l'extrême droite avec le Rassemblement national et le groupe des députés ciotistes. J'oublie à chaque fois le nom de ce groupe. Il me semble que c'est à droite, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, hein, le nom du groupe politique des ciotistes, qui eux aussi se sont déclarés en opposition à la réforme des retraites. De fait, euh, cette loi pourrait être renversée, et c'est pour ça que cet article de Libération se demande est-ce que la dernière réforme des retraites sortira-t-elle indemne de l'ère Barnier? Avant de lire l'article, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que, euh, au vu de ce qu'il en est actuellement, est-ce que vous pensez que la réforme des retraites a des chances d'être abrogée par cette nouvelle Assemblée nationale lorsqu'elle sera en exercice? Est-ce que vous pensez qu'elle va être abrogée et de quelle façon? Je suis curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez un petit peu là-dessus. J'ai mon opinion que je vais pouvoir partager, mais j'aimerais bien entendre la vôtre justement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que pour le coup, les débats à l'Assemblée, comme au Sénat d'ailleurs, risquent d'être passionnants à bien des égards et finalement ça pourrait être l'occasion de faire encore une fois plus de pédagogie politique sur le travail parlementaire si jamais cette loi était en discussion au Parlement. Voilà, je vous laisse quelques instants le temps de pouvoir écrire sur le chat un petit peu ce que vous en pensez. Après, ça arrive, hein, on peut se dire, bah je sais pas, j'attends de voir. Voilà, on verra bien. Parce qu'en plus, en ce moment, c'est vrai que d'un point de vue des actualités politiques, on peut difficilement se dire que prendre le parti d'attendre, c'est parfois le meilleur parti au vu de, au vu des actualités qui, euh, qui désamorcent même les meilleures prédictions politiques qu'on pourrait faire, on peut se dire oui, attendons de voir. Mais j'aime bien un petit peu, moi, tirer des plans sur la comète, imaginer, partir des faits, justement, et voir un petit peu ce qui pourrait l'être en vrai. Bon, il n'y a pas beaucoup d'agitation dans le chat. Peut-être que l'article de Libération va vous mobiliser. Ah, si, Valérie Holzer. Perso, je suis pas convaincu de rien. Je vois pas comment tout ce petit monde peut se mettre d'accord. Intéressant. Ok, ok. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu penses vraiment, euh, si je te pose la question, bah tiens, est-ce que la dernière réforme des retraites sortira-t-elle indemne de l'ère Barnier? Si je te pose la question oui ou non, concrètement, qu'est-ce que tu me répondrais de but en blanc, si je puis dire? Voilà. Oui, j'aime bien un petit peu les expressions un peu déclassées, un peu désuètes. Ça me fait rire. Sachant qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Je dirais non. Non dans le sens, elle ne sortira pas indemne, Damanos? D'ailleurs, ton pseudo, c'est Damanos ou Damanous? Oui, ok. Quand j'ai vu le oui, je me suis dit, est-ce que c'est oui, est-ce qu'elle sortira indemne? Non, mais c'est comme tu veux. D'accord. Et bah après, j'ai envie de dire, c'est comme tu le sens toi aussi. J'imagine que quand tu prononces ton pseudo, tu dois avoir une prononciation en tête qui te vient à l'esprit. Mais j'imagine que voilà, de ce que tu dis, t'es un peu ouvert un petit peu à toutes les propositions. Moi, je vois de haut, j'ai tendance à dire oh. Voilà. C'est mon côté pas anglais qui fait que de O c'est pas un OU. Voilà, c'est plutôt un O, un O allongé, un petit peu comme moi mon propre pseudo, Saas Lil avec deux A. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça ne te vexe pas si je t'appelle Damanos. Mais de ce que tu m'expliques, ça a l'air ok. Eh bah écoutez.
Voyons ça avec cet article de Libération. Si le Premier ministre se dit ouvert à des discussions avec les syndicats, et on a vu justement lors de l'agenda politique de la semaine dernière quelles étaient ces discussions et comment lui voulait améliorer cette réforme des retraites, c'est-à-dire la rendre plus restrictive, lui faire économiser plus de sous et nous faire travailler plus longtemps, dans l'idée. Sortir indemne dans le sens qu'elle ne sera pas modifiée parce que je pense que c'est possible, oui. Ah, tu penses que c'est possible qu'elle reste telle qu'elle est aujourd'hui? Ah ouais, d'accord. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Ouais, moi j'avais compris que que du coup, oui, elle serait modifiée, mais d'accord. Ok, j'ai compris effectivement ce que tu voulais dire. Donc, les discussions, la CFDT pose comme préalable de suspendre la réforme. Parallèlement, les offensives pourraient se multiplier dans une assemblée majoritairement hostile à l'âge légal de 64 ans. Plus ou moins oui. La réforme des retraites passera-t-elle l'automne? Et si oui, dans quel état? Les prochaines semaines seront décisives pour le texte qui a inscrit dans la loi l'âge légal de départ à 64 ans et qui a été adopté par 49.3 en 2023 contre une mobilisation sociale massive. J'en profite parce que là on est sur des termes un petit peu parfois qui sont techniques quand on n'a pas tout le langage politique et parlementaire. Si jamais vous avez dans les articles des mots que vous ne comprenez pas ou sur lesquels j'ai pas pris le temps de donner une définition, surtout n'hésitez pas à poser la question pour que je puisse y donner réponse. Voilà, n'hésitez pas. Le but c'est vraiment que vous ayez toutes les clés en main. Contre une mobilisation sociale massive. Certes, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, n'est pas un partisan d'un retour aux 62 ans, bien au contraire. Il prônait un âge légal de départ à 65 ans lorsqu'il faisait campagne pour l'investiture Les Républicains à la présidentielle de 2022. Et si Emmanuel Macron l'a choisi, c'est notamment car il savait qu'il protégerait sa réforme maudite et que le chef de l'État ne veut en aucune manière voir détricoter. Effectivement, ça c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup dans la presse, c'est que Emmanuel Macron est soucieux de l'héritage qu'il va laisser et notamment qu'il refuse qu'un gouvernement détricote ce que lui a passé 7 ans à tricoter. Combien? C'est par rapport aux 65 ans que prônait Barnier en 2022, c'est ça? Attends, si tu veux, je l'ai normalement. Ah bah oui, mais attendez, vous ne l'avez pas entendu. Lol. Alors attendez, hop, parce que j'appuie moi sur les boutons de mon Stream Deck. Oui, pour les 65 ans. Attendez, je le refais. Donc voici Damanos qui s'exprime. Voilà. C'était le petit instant cité de la peur. Voilà, petite référence qui fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Barnier a été choisi pour ne toucher à la réforme des retraites que pour l'améliorer dans un sens macronien droitard du terme. Seulement, un certain nombre de réalités s'imposent au nouvel occupant de Matignon. La première, et la plus essentielle, avec les voix cumulées des 193 députés du nouveau Front Populaire et les 126 du Rassemblement National, les deux forces politiques qui prônent un retour à 62 ans, l'Assemblée nationale peut, théoriquement, adopter une loi d'abrogation. Je cite: je m'engage devant les Français, d'ici la fin de l'année, d'une manière ou d'une autre, l'Assemblée aura abrogé la réforme des retraites, fin de citation, affirmé ce lundi matin, donc c'était lundi dernier, sur France Info, le président insoumis de la commission des finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, qui est une figure très importante de l'Assemblée, puisqu'il préside donc la commission des finances, donc qui est une instance très importante sur toutes les questions budgétaires et économiques, enfin surtout budgétaires d'ailleurs, du pays. Donc quand le président de la commission des finances prend position comme ça a un sens très lourd. Très lourd. Respecter le cadre budgétaire.
Loin d'ignorer cette menace, le nouveau Premier ministre a tendu la main vers les opposants à la réforme en affirmant, vendredi soir sur TF1, vouloir ouvrir le débat sur l'amélioration de cette loi pour les personnes les plus fragiles. Ça, on l'a vu lundi dernier, et je le redis, l'amélioration, c'est donc pour faire bosser un peu plus. Une expression visant prioritairement les millions de salariés subissant de la pénibilité. On peut se demander si la pénibilité n'est pas de repousser l'âge de départ de 62 à 64 ans, mais ça, c'est un débat qui, semble-t-il, ne les intéresse pas. De fait, les quelques efforts compris sur ce volet dans la loi de 2023 étaient singulièrement timides, puisqu'ils se bornaient à améliorer la marge sur le compte personnel de prévention, le C2P, qui permet, sous strictes conditions, c'est là qu'est l'os, hélas, d'acquérir des points pour se reconvertir ou partir au maximum 2 ans avant l'âge légal. Un fonds d'investissement pour la prévention a également été ouvert au mois de mars pour financer des actions dans les entreprises. Oui, pareil, un fonds d'investissement qui est très timide, justement parce que cadre budgétaire, voilà. Ces discussions, Michel Barnier veut les avoir avec les partenaires sociaux, qui n'avaient quasiment pas été écoutés, en tout cas s'agissant des syndicats de salariés durant l'élaboration de la réforme de 2023. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que les partenaires sociaux qui n'avaient quasiment pas été écoutés, pas du tout écoutés, puisque les syndicats de salariés étaient tous opposés à la réforme de la retraite, tous ceux qui étaient reçus à Matignon et à l'Élysée, et là, ce qui est quand même incroyable avec cette réforme, c'est qu'il n'y avait pas seulement les syndicats de salariés qui étaient opposés, mais notamment les syndicats de patrons. Et aux premières loges d'entre elles, le MEDEF, qui même le MEDEF ne voulait pas de cette réforme des retraites. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'on dit que cette réforme a vraiment été faite contre l'ensemble des corps intermédiaires et contre l'ensemble des Français. On le répète, sur l'ensemble de la période de mobilisation, 70% des Français, en moyenne, puisque c'est allé entre 65 jusqu'à 75%, 70% des Français étaient défavorables à la réforme des retraites. Voilà. Donc cette réforme, elle a vraiment été faite contre tout le monde. C'est là-dessus que je tiens à remettre un petit peu l'église au centre du village. Mais il a insisté sur le fait de respecter le cadre budgétaire, ce qui évacue d'office la possibilité de revenir sur l'âge légal de 64 ans, alors même que le régime de retraite devrait être encore déficitaire de 0,4% du PIB en 2030, malgré la réforme, selon le Conseil d'orientation des retraites. Voilà. Moi, en fait, j'en suis arrivé à un point à me demander si l'âge de la retraite, c'est vraiment ce qu'il faut changer pour avoir un système excédentaire. Je suis pas sûr, vraiment. J'ai l'impression que plus on repoussera l'âge, moins ça permettra d'améliorer les comptes des retraites. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu la couleuvre qu'on cherche à nous faire avaler. Opinion personnelle, c'est une parenthèse d'opinion. Voilà. Seulement, cette manière de cadrer les débats suscite elle-même du débat. Il faut qu'on traite l'éléphant dans la pièce, c'est les 64 ans, a répondu Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat de salariés de France, sur France Inter 2 jours plus tard. Et de poser dans le même temps un préalable. Si on se dit qu'on rouvre les décisions, à minima, on suspend la réforme. Cela impliquerait que l'âge légal de départ reste gelé à 62 ans et demi le temps de la discussion, alors qu'il doit passer à 62 ans et 3 trimestres le 1er janvier 2025. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que la réforme, en fait, elle s'applique petit à petit. En gros, on a un trimestre supplémentaire, je crois c'est tous les 6 mois ou tous les ans. Donc pour l'instant, effectivement, on est à 62 ans et demi. Et donc Marie-Lise Léon de la CFDT demande à ce que ce soit gelé le temps que les discussions aient lieu. De même, le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein resterait figé sur 169. J'écoutais une émission d'analyse politique hier soir et l'historien invité comparait la politique de Macron de ces dernières années à celle de Napoléon. Je serais curieuse de savoir ce que tu en penses. Ouf. Alors là, c'est un sacré marronnier. Je pourrais dire 2-3 mots.
Encore que, moi, je vais inviter à la prudence là-dessus. Et comme en fait on le fait dans les professions historiques, j'invite toujours à la prudence quand on compare des périodes, des personnes qui sont justement sur des périodes différentes. Voilà, j'invite vraiment à la prudence là-dessus parce que en fait, bien souvent, on va trouver une, deux, trois, quatre, cinq similitudes, et tout de suite on dit, mais oui, c'est le nouvel, insérer le nom de la personne. Je vais être très prudent là-dessus parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a des choses qui peuvent rassembler la politique de Macron et de Napoléon. Il y a, à l'inverse, beaucoup de choses qui peuvent les éloigner. Comme j'ai aucun exemple qui me vienne en tête pour l'un comme pour l'autre, parce que je suis un peu pris à découvert, à découvert, à défaut par cette question, je vais éviter de prendre position sur cette question tout de suite, me renseigner de mon côté pour éviter de dire des bêtises. En tout cas, ça mérite réflexion. Mais en fait, moi, je m'interroge surtout, cet historien, de savoir un petit peu euh, quelle était la façon dont il disait ça. Est-ce qu'il ou elle disait d'ailleurs que il faisait de la politique comme Napoléon qui a participé aux grandes heures de la France, ou bien est-ce que c'est il a fait de la politique comme Napoléon qui a condamné la France. Vous voyez, on peut poser la question des deux points de vue. Parce que là, effectivement, c'est pour ça que je suis toujours frileux avec ce genre d'interprétation. Euh, et que ce soit en termes de personnes, que ce soit aussi en termes de période, comme je le disais. J'aime pas, moi, entendre dire ah, on est de nouveau en train de revivre telle période. Les choses sont différentes. On peut retrouver des points similaires, mais les choses seront différentes. Enfin, il y a forcément des points différents qui font que il y aura des conclusions différentes, des conséquences différentes. Donc, c'est pour ça que là-dessus, j'invite à la prudence. Comparer deux personnes qui sont globalement du même temps, qui ont allé à peine une génération d'écart, à la limite, ça je peux le tolérer. 2 siècles, 3 siècles, ça commence à faire beaucoup. Parce que c'est compliqué de dire que Napoléon s'est fait réélire en surfant sur la guerre en Ukraine. Voyez, c'est pour ça que si on prend stricto sensu les faits, c'est très comparer les deux. Enfin, très difficile de comparer les deux. Voilà, c'est un exemple un peu bancal, et j'ai volontairement choisi quelque chose d'assez bancal pour montrer un petit peu que ça a ses limites en fait, ce système-là. Mais voilà, on en rediscutera plus tard. Le temps pour moi aussi de creuser la question à ce niveau-là. Voilà. Donc, sinon, il y avait Marie-Lise Léon qui disait que qu'il fallait qu'on suspende la réforme et que donc le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein resterait figé sur 169, 42 ans et 3 mois, au lieu de passer à 170, ce qui entraînerait mécaniquement un manque à gagner pour le régime. Voilà. Pour autant, la proposition de Marie-Lise Léon, syndicat en pointe, blablabla, ressemble elle aussi à une main tendue. La numéro 1 de la CFDT n'évoquant pas une abrogation pure et dure. Ah tiens, ça c'est nouveau ça. La CFDT milite toujours pour revenir à un départ à 62 ans, rappelait-elle pourtant quelques jours, voilà, avant la nomination de Michel Barnier. Voilà, moi c'est ça que j'avais vu. Tiens, c'est intéressant. Elle a changé son fusil d'épaule. Dans un communiqué ce lundi, l'UNSA rappelle qu'il s'agit aussi de sa position et rajoute que si une discussion s'ouvre, alors pour l'UNSA, tous les sujets devront être abordés, y compris le report de l'âge de départ en retraite. De leur côté, FO comme la CGT rappelaient leur volonté d'abroger la réforme des retraites. Vous voyez, là-dessus, même les syndicats de salariés sont pas forcément d'accord. À minima, ils sont d'accord pour geler, sinon abroger la réforme, mais ils sont pas tous d'accord là-dessus. Il y a des discours qui ont qui ont changé entre temps. La revendication sera d'ailleurs au cœur d'une journée de mobilisation interprofessionnelle organisée par la CGT, la FSU et Solidaire le mardi 1er octobre. Ah, toutes les centrales syndicales ne rejoignent pas. Tiens, tiens, tiens.
La tonalité est évidemment différente au MEDEF, dont le président, Patrick Martin. Voilà, MEDEF qui, rappelez-vous, j'ai pas encore lu la fin de la phrase, hein, parce que je m'attends à une dinguerie du MEDEF. MEDEF qui, rappelez-vous, était contre la réforme adoptée l'année dernière. Donc Patrick Martin a rappelé ce mardi matin sur RTL qu'à ses yeux, la réforme des retraites est une impérieuse nécessité et refusait toute remise en cause des 64 ans. V'là que maintenant ça l'arrange. Ah là 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 là. Mais le sort de la réforme se jouera aussi, et peut-être surtout, sur un autre terrain que ces éventuelles discussions et mobilisations sociales. Pour moi, c'est sûr. Le 31 octobre, on a donc la date. Le RN a prévu de profiter de cette niche parlementaire à l'Assemblée pour porter le retour à l'âge légal de départ à 62 ans et 42 annuités de cotisation, selon la chef de file de ses députés, Marine Le Pen. Rien n'indique pour autant que le coup de grâce sera porté à cette occasion. Ce lundi, Éric Coquerel semblait exclure que le NFP vote la proposition de loi frontiste. Le Rassemblement national n'a pas été très en avant dans la lutte contre la réforme des retraites, donc leur faire ce cadeau, bonjour. Lui mise plutôt sur des propositions de loi émanant de la gauche et proposées au vote dans d'autres niches, insoumises, socialistes, communistes, lyotes ou écolos, et des amendements au futur projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, qui sera abordé dans la foulée du projet de loi de finances à partir du 1er octobre. Vous voyez, ça va venir très vite. La question des retraites, dans 1 mois et demi, elle pourrait voir un dénouement intéressant se profiler. C'est la bataille qu'on compte mener, confie du côté de la CGT le secrétaire confédéral chargé du dossier, Denis Gravouille. Selon lui, on peut faire invalider la réforme par un PLFSS, compliqué, puisqu'elle a été adoptée par un PLFSS rectificatif. Et oui, on n'oublie pas ça, c'est que c'était pas une loi en tant que telle, mais c'était un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif en plus. C'était même pas une proposition de loi en tant que telle. Proposition de loi ou amendement, tout projet de retour à 62 ans fera l'objet à l'Assemblée d'une féroce bataille concernant sa recevabilité. En avril 2023, la présidente de la Chambre, Yaël Braun-Pivet, avait ainsi empêché l'examen d'une proposition de loi d'abrogation de la réforme portée par le groupe LIOT. Et dans le cas d'une adoption, le Sénat, majoritairement de droite, constituerait ensuite un obstacle de poids dans cette navette parlementaire. Mais le coup politique, lui, serait rude pour le camp macroniste et pour le gouvernement Barnier. Il viendrait rappeler à Emmanuel Macron qu'1 an et demi après la promulgation de son texte, en aucune manière, la page n'est tournée. Effectivement, vous allez voir que en un mot commençant, va y avoir du sport à l'Assemblée nationale. C'est très intéressant puisque là, on est dans une position où on ne saurait dire ce qu'il va advenir de cette réforme des retraites. Parce que peut y avoir un projet de loi qui supprime la réforme des retraites, une proposition de loi d'abrogation. Elle peut être passée à l'Assemblée nationale si elle est déposée effectivement par les groupes de gauche et que les députés du Rassemblement national décident de la voter. Voilà. Puisque de toute façon, ils ont dit que l'inverse ne serait pas vrai, que la gauche ne voterait pas cette proposition de loi de l'extrême droite, puisque de fait, pendant les discussions de la réforme des retraites de l'année dernière, ils avaient souvent piscine, comme ils le désignaient, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas souvent présents pour appuyer sur leurs arguments et voter pour ou contre les amendements et les articles de la loi. Donc c'est pour ça que la gauche, en tant que force sociale, se veut être au premier rang des forces qui vont faire tomber cette réforme des retraites. Mais vous voyez, c'est ce que dit l'article, c'est pas parce qu'elle passe à l'Assemblée que c'est fini, puisqu'en fait, il y a une étape suivante, ça s'appelle la navette parlementaire. Le projet de loi, quand il est approuvé, proposition d'ailleurs, puisque là ça vient des députés, la proposition de loi, si elle est approuvée par les députés, il faut qu'elle passe au Sénat. Et vous voyez qu'au Sénat, il est majoritairement de droite. Là, il y a une majorité absolue
pour le coup, de députés, de sénateurs issus des Républicains, et que donc là, ça a beaucoup moins de chances de passer, puisque c'est un élément à prendre en compte. Le Sénat, dominé par les Républicains, est aussi le même parti politique dont vient le Premier ministre, qui est hostile au retour à 62 ans. Donc il n'y a rien qui dit que ce projet de loi puisse passer le Sénat. Pour qu'une proposition de loi soit approuvée, enfin adoptée définitivement, il faut qu'elle soit approuvée par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans les mêmes termes. Si jamais ce n'est pas dans les mêmes termes, eh bien en fait, elle va faire la navette entre les deux chambres jusqu'à ce que le président de la République décide de convoquer ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs qui se mettent dans une salle pour un petit peu se mettre d'accord sur cette proposition de loi. Ils décident ensemble, comme c'est une réforme enfin comme c'est une loi qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir, il n'appellera jamais la commission mixte paritaire, mais c'est en tant que tel le chemin parlementaire qu'elle est censée suivre. Une fois que la commission rend ses travaux, le projet de loi repart à l'Assemblée nationale et au Sénat pour une dernière approbation. Là, le texte ne peut plus être modifié, à moins qu'il ne soit pas approuvé. Il y a de fortes chances qu'il soit approuvé à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. Vous voyez qu'on risque d'être dans une boucle parlementaire infinie, puisqu'en fait, le Sénat fera barrage à cette réforme. Donc, on se retrouve dans une situation où le retour à 62 ans pourrait ne pas voir le jour. À l'inverse, une proposition de loi déposée par le gouvernement, d'ailleurs ce serait un projet de loi pour le coup, déposé par le gouvernement prenons au pif l'avancement à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, connaîtrait le même dénouement. Puisque du coup, on aurait des chances de se retrouver avec une Assemblée nationale majoritairement hostile à ce projet de loi, mais un Sénat qui pourrait la voter. Et que donc, reculer l'âge de départ à la retraite ou le faire revenir à son état initial, eh ben des deux côtés, ça semble effectivement très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est la question qui brûle toutes les lèvres, de savoir est-ce que la réforme des retraites sera abrogée ou bien est-ce qu'une nouvelle réforme des retraites verra le jour avec le gouvernement Barnier. Re-bienvenue, Bazar des Faits. On était en train de discuter de la réforme des retraites de la dernière, de savoir si elle a une chance de survivre à la nouvelle assemblée, à l'Assemblée nationale. Et justement, la conclusion a été que c'est un peu compliqué avec le système de navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Donc, effectivement, voilà pour Valérie, justement, tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué, mais mais du coup, oui, la situation est compliquée, même d'un point de vue stricto sensu application de la Constitution dans le cadre du fonctionnement parlementaire. Retraite à 40 ans et semaine de 2 heures, sinon rien. Eh ben dis donc. Sinon, grève de stream jusqu'à ce qu'on ait la retraite à 40 ans. J'annonce. Attention, moi je mets les arguments sur la table. Hein. Ah là là, je déconne pas. Vous imaginez? De toute façon, enfin, c'est plié de toute façon, c'est pour ça que je mets cette menace sur la table. Le gouvernement le sait, je fais grève pendant une semaine, c'est la fin du monde. Bien évidemment. Bien évidemment que c'est la fin du monde. Capa, hein. J'en profite pour le préciser. C'est bien évidemment de l'ironie, mais j'en profite pour en parler au cas où ce soit pas clair. Hein. Mais voilà, je fais grève de stream pendant une semaine. Le gouvernement tombe. C'est clairement le gouvernement qui tombe. Hein. Voilà. Donc attention à ce qu'ils vont faire. Hein. Je mets sur la balance la grève de stream pendant une semaine. Et si jamais si jamais ils sont pas complètement abattus, je ferai grève pendant 2 semaines. Et là, c'est fini. Fin des haricots. Raichu. Ah,
Raichu, alors j'arrive pas à lire. Bienvenue à toi. Écoute, bienvenue sur ce stream de l'agenda politique. J'arrive pas à voir le chiffre que tu arrives à publier, enfin à publier, à écrire, parce que ça me marque retraite à an. Mais du coup, j'ai pas le numéro. Je sais pas si t'as un problème de clavier. Ah d'accord. Retraite à 30 ans et semaine de combien d'heures du coup? Parce que pareil, euh, j'ai pas non plus pour le nombre d'heures. 1h30. Ah oui, il y a de la négociation entre le bazar des fées et Raichu. Hein, ça commence à négocier. Écoutez, j'entends le peuple et et je décide de réunir les corps intermédiaires pour essayer de trouver un juste milieu entre 30 et 40 ans et entre 1h30 et 2 heures par semaine. Voilà. Je suis certain qu'on va pouvoir trouver un compromis et faire un projet de loi qui permettra de mettre tout le monde d'accord pour le bien de la France. Le temps de regarder le Roi Lion. Et bien d'autres choses, bien sûr. Voilà, mais comme ça, effectivement, on aura le temps de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais voilà, le débat est ouvert, les questions sont posées, les corps intermédiaires sont convoqués. Voilà. Je donne rendez-vous au corps intermédiaire chez moi demain et on va définir, on va réfléchir à tout ça. Voilà. 30 ans, 40 ans, 1h30, 2 heures, voilà, pour avoir une vraie proposition de loi qui mette les Français d'accord. Et là, vous pouvez être sûr que, on va faire l'unanimité, hein. Voilà, 100% des Français derrière ce projet de loi. De toute façon, en dessous de 99, je dépose pas le projet de loi, j'annonce. Mais voilà, bon, c'est bien de faire un petit peu aussi d'humour là-dessus parce que les mois qui vont venir s'annoncent. Pose donc, poids, bazar des faits qui qui met les petits plats dans les grands, voilà, on va dire. Moi, je reste poli, ok, hein, voilà. Moi, je respecte les corps intermédiaires, voilà. Nos boomers de 2012. Ah non, attends. Pour un nourrisson, un mec en CM2, c'est un boomer. Nos boomers de 2012. Bah effectivement, hein, enfin c'est un fait, on vieillit tous, voilà, ça fait partie de la vie, hein, et donc on est tous le boomer de quelqu'un. C'est ça la triste vérité, voilà. Voilà. Mais voilà, je préférais, enfin, ça fait du bien une petite touche d'humour euh, pour euh, pour euh, pour parler des mois à venir qui vont être rudes et qui vont peut-être pas nous faire plaisir. Voilà. Donc j'ai envie de dire encore une fois, grâce à l'agenda politique et au Café Normand qui a lieu lui le mardi de 15 heures à 17 heures, nous serons tenus au courant de toutes ces informations. Voilà, on va passer à l'article suivant. Après la réforme des retraites, on va passer sur un tout autre sujet. Elon Musk ouvrirait des EHPAD sur Mars. Eh ben, bah faudrait déjà qu'on y aille sur Mars. Hein. J'ai envie de dire, Elon Musk, pour moi, il a un peu cette tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. J'avais d'autres articles, mais finalement, je vois le temps qui avance et on n'a même pas encore terminé la semaine dernière. Donc, je vais aller aux articles essentiels et on va notamment parler de la fête de l'humanité qui a eu lieu ce week-end, de vendredi à dimanche. Et on va parler de celui qui a fait l'unanimité autour de lui alors que personne ne s'y attendait. C'est Dominique de Villepin qui était invité à la fête de l'humanité avec une phrase qui restera dans les annales, les derniers seront les premiers. Invité à s'exprimer sur les questions internationales, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, c'est pour ça que c'est pas rien, hein, a apporté son soutien au nouveau Front populaire devant un public visiblement conquis. Dominique de Villepin est-il devenu l'homme de droite préféré de la gauche? La question est posée. L'ancien ministre des Affaires étrangères et premier ministre de Jacques Chirac, Anas Kazib, il a bien allumé De Villepin, ceci dit. Ah, je l'ai pas vu passer celle-là. Je veux bien un petit résumé de ce qu'il a dit, parce que là, moi, du coup, j'ai eu que la version De Villepin le GOAT, entre guillemets, de ce qui a été dit après la fête de l'humain. Donc, il était invité à la fête de l'humanité en Essonne. Ah, c'est marrant, j'aurais dit dans l'Essonne. On peut dire les deux, voilà.
à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, dimanche 15 septembre, pour s'exprimer sur les questions internationales et la résolution des conflits, notamment à Gaza. Effectivement, hein, Dominique de Villepin, il pèse son poids en termes de politique étrangère. Hein. Là-dessus, quand il dit quelque chose en termes de politique étrangère, il est doué. Hein, voilà. En juillet, on a eu du pain et des jeux. Effectivement, ça, on a eu, ouais. Oh, le pain, peut-être pas, mais les jeux, on en a eu. Si, chaque année, les organisateurs de la fête de l'UMA invitent en effet des personnalités de droite pour avoir des débats contradictoires, dans le cas de Dominique de Villepin, l'entretien visait à parler des points de convergence. Et c'est sous les applaudissements d'un public déjà conquis que Dominique de Villepin développe ses positions sur la guerre à Gaza et critique la position israélienne. Ah oui, il a effectivement bien commencé. En gros, il a rappelé que De Villepin est un colon, qu'il est très impliqué dans la France-Afrique. Merci Raichu de rejoindre cette grande aventure, de t'être abonné. C'est très gentil à toi, je te remercie. Impliqué dans la France-Afrique et qui s'intéresse plus à la place de la France dans la politique internationale, plus qu'au sort des colonisés génocidés. Ah, bah effectivement, au moins ça le mérite d'être dit. J'en profite pour ceux qui sont encore là et qui se sont abonnés aujourd'hui pour vous dire que pour l'instant le programme de la chaîne c'est tous les jours on stream de 15h à 17h. Que le lundi on fait de la politique, que le mardi on fait de la politique et de la pédagogie, le mercredi du gaming, le jeudi aussi, et que dimanche on se pose, on discute et on réfléchit sur la semaine qui vient de s'écouler. On papote, on discute, on chill. Voilà un petit peu pour le programme en ce moment de la semaine. Programme qui peut évoluer, mais pour l'instant, qui est comme ça. Donc pour l'instant, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir pour cette chaîne, c'est que je vous donne rendez-vous tous les jours en semaine à 15h pour du contenu à vous proposer. Voilà. Bonne journée de boulot. Alors, donc je cite Dominique de Villepin, liquider le Hamas, ce n'est pas liquider ni les Palestiniens ni la question palestinienne, assume-t-il au micro de ce grand entretien, interrogé par Sébastien Crépel, co-directeur de la rédaction de l'UMA, et Rosa Moussaoui, oui c'est bien ça, rédactrice en chef de l'UMA. Pourquoi êtes-vous de droite ? Puis, interrogé sur la nomination du LR Michel Barnier à Matignon, Dominique de Villepin moque son ancienne famille politique. C'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement, glisse-t-il sous les huées. Alors reconnaissez quand même qu'il y a un mérite à ce choix, c'est qu'il donne raison à la parole évangélique. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Déjà, le 12 septembre dernier, sur France Inter, Dominique de Villepin avait prévenu que Michel Barnier va devoir aller chercher sa légitimité avec les mains, la construire. Soulignant des atouts de savoir-faire, de négociateur et d'expérience, et des bizarreries qui font la nouvelle politique d'aujourd'hui. Ce dimanche, l'ancien Premier ministre en profite pour un soutien au nouveau Front Populaire. Il y a une force qui est arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance. Lance-t-il au public visiblement conquis. Ainsi, à la fin de l'entretien, beaucoup sortent leur téléphone pour le prendre en photo, comme Marie-Claude, qui s'est précipitée vers la scène pour tendre un mot à Dominique de Villepin. Je m'adresse à lui pour lui dire un grand merci. Je ne suis pas de droite, j'ai jamais été de droite, mais lui, c'est un grand monsieur. Dans la foule, quelqu'un lance alors « Pourquoi vous êtes de droite ?» Dominique de Villepin n'a pas répondu. Tu viens de créer 15 emplois industriels épicuriens. Ah bah, si je peux modestement, à mon niveau, participer à la... Comment on appelle ça? J'ai envie de dire, d'une part, à la réindustrialisation, d'une part, mais surtout au... Ah zut, je l'ai plus. Bref, à créer des emplois, à la création d'emplois, voilà, ce sera tout à mon honneur. Et finalement, c'est ce que je mettrai dans mon bilan quand je me présenterai aux élections, quand je lancerai ma carrière politique, voilà. Moi, j'ai créé 15 emplois, monsieur. Qu'avez-vous fait? Les Français veulent savoir. Oh là là. Bref. Vive le numérique. Effectivement, bah c'est un petit peu clairement
quelque chose qu'il ne faut d'une part pas négliger, mais en plus investir massivement, puisque c'est le futur de nos sociétés. Clairement, le numérique, sous tous ses aspects, sous toutes ces questions, va prendre de plus en plus de place dans nos sociétés. Donc il faut organiser, structurer et investir dans ces espaces numériques pour en faire des espaces prompts euh, euh, à l'avenir, si je puis dire. Voilà, allez, hop. Bien, et ben écoutez, on vient de terminer l'agenda politique de la semaine passée. On va un petit peu parler de ce qui va occuper la semaine à venir dans le cadre de l'agenda politique de la semaine, la seconde partie de cette émission, qui est plus court puisque de toute façon on ne peut que tirer des plans sur la comète. Mais voilà, c'est ce qui va nous occuper sur la fin de ce stream. On va un petit peu observer ce qui attend le monde politique dans les journées à venir de cette semaine et peut-être aussi dans un temps plus long. Premièrement, et c'est ce qui est sur toutes les lèvres, c'est Michel Barnier qui promet un gouvernement pour la semaine prochaine. Rappelez-vous que ça date de la semaine dernière, que donc c'est pour cette semaine. Là, normalement, dans les jours qui vont suivre, on devrait avoir la composition de notre nouveau gouvernement, et de savoir un petit peu quelles seront les figures et quels seront les bords politiques représentés, puisque même là-dessus, Michel Barnier s'avoue plutôt timide et demande à donner du temps au temps pour ne pas ruiner son effet de surprise, on va dire. Et effectivement, bon, ça on va dire que je peux le comprendre. Quand on cultive un suspense, c'est pas pour le laisser tomber en plein milieu de l'épisode. Non, on va attendre la fin de l'épisode pour créer un cliffhanger. Voilà. Donc là, ce sera le cliffhanger Barnier gouvernement. Voilà. Mais donc, normalement, et peut-être que justement, la semaine prochaine, je reviendrai dans le nouvel agenda politique pour parler de la composition du nouveau gouvernement que nous attendons toujours à cette heure-là. Le Premier ministre LR, les Républicains donc, Michel Barnier, a promis ce mercredi 11 septembre de nommer un gouvernement la semaine prochaine, expliquant faire les choses méthodiquement, sérieusement, depuis son arrivée à Matignon, il y a... Oh, j'ai la flemme de calculer. 6 jours plus la différence qui fait qu'on est aujourd'hui. Sachant que ça date de mercredi. Non, le 11 septembre. Ah, bah, plus 5, voilà, 11 jours. Allez, hop. Ça va, smort. J'ai réussi à faire 11 plus 5. J'en suis pas peu fier. Nommé par le président Emmanuel Macron après des élections législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité à l'Assemblée nationale, l'ancien commissaire européen s'est exprimé devant les caméras. Oh là, j'avais pas vu caméra, c'est pour ça que j'ai hésité. J'ai lu camarade et je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, il s'exprime pas devant les camarades. À son arrivée aux journées parlementaires du parti Horizon, à Reims. Le nouveau locataire de la rue de Varennes, venu de la droite, Matignon, c'est rue de Varennes. Ah ouais. Ah bah, j'apprends quelque chose. Je sais pas si vous le saviez, mais j'apprends quelque chose. Donc, le nouveau locataire de la rue de Varennes, venu de la droite, et qui n'a pas manqué de critiquer Emmanuel Macron par le passé, Raichu aussi apprend quelque chose. Fort bien, écoutez, cela me sied. Qui ne s'est pas manqué de critiquer Emmanuel Macron par le passé, entend mettre sa patte sur cette équipe. Mais Michel Barnier, qui ne dispose pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, va devoir veiller aux équilibres de sa supposée coalition parlementaire, réunissant le bloc macroniste, Renaissance, Horizon, Modem, de la droite et de Lyot. Et de Lyot. Non, Lyot va pas rejoindre le gouvernement quand même. Alors là, quand même... Oh, ah, ce serait un sacré retournement de situation. Si j'apprends qu'il y a des ministres qui viennent du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, ouah, je vais être choqué. Je pourrais presque faire en plus des prédictions politiques pour dire non, mais de toute façon, il n'y en aura pas. Mais le problème, c'est que quand j'ai tendance à faire des prédictions, l'inverse a tendance à se réaliser. Donc, je vais me retenir. Voilà. Alors, franchement, ce serait abusé. De Lyot qui est dans l'opposition depuis 2020, ce serait abusé. Il s'agit donc pour lui de renouveler une équipe sans doute élargie à la droite.
Il a lui-même promis des ruptures tout en l'ouvrant à la gauche et sans braquer l'extrême droite. Le genre de truc qui de toute façon ne mettra jamais tout le monde d'accord. C'est un peu, et là j'ose la comparaison historique, c'est un peu ce qu'il s'est passé avec la crise boulangiste sous la Troisième République, avec le général Boulanger qui a fait une carrière politique populiste, espérant faire plaisir à tout le monde, et qui finalement n'a fait plaisir à personne. Et qui du coup a été lâché par tout le monde. Voilà, j'ose cette comparaison, mais je me limite à ça, puisque c'est le seul élément de comparaison valable. Voilà. Et si vous le voulez, peut-être qu'un jour je vous parlerai de la crise boulangiste, qui est très intéressant sur l'histoire parlementaire et politique de la France, qui mérite un petit peu de revenir dessus. Est-ce que ça vous parle, la crise boulangiste, dans les commentaires? Et si ça vous parle, ouais, ça parle à Raichu. Est-ce que vous êtes calé sur le sujet, ou est-ce que au contraire vous vous souvenez juste de nom, mais pas plus que ça? Parce que moi, avant mes études, je me souvenais de nom, mais pas plus que ça. Heureusement, il y a eu mon parcours d'études pour rattraper ça. À gauche, pourtant, non, je connais pas trop. Moi, c'est Poujade. Ah oui, effectivement, oui, une autre figure de crise politique. À gauche, pourtant, nombreuses sont les personnalités qui ont rejeté toute participation à son gouvernement. En dernier lieu, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamram, ou la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Tiens, je l'apprends. Ah, cette dernière refusant de participer à un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Voilà, elle dit les termes. Carole Delga a par ailleurs confirmé que si elle était députée, elle suivrait la position du nouveau Front populaire, celle de la censure, parce que le choix du président de la République ne respecte pas le vote des Français. Lundi, lors d'un échange téléphonique, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et le président du groupe Rose, ah oui d'accord, le groupe Rose à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, ont fixé Barnier. Aucun socialiste n'intégrera son gouvernement. Bon, comme ça c'est dit. Et d'ailleurs, à ce propos, même parmi les macronistes, Barnier aura fort à faire, l'aile gauche du parti présidentiel posant des lignes rouges, comme le ministre démissionnaire de l'Industrie Roland Lescure dans Libération, et notamment sur l'immigration. Michel Barnier donne plus de gages à la droite et à l'extrême droite qu'à la gauche, note aussi le député de Moselle Ludovic Mendes. Je ne sais pas si je suis dans la majorité ou l'opposition. Alors je viens d'essayer une imitation de Roland Lescure. Je pense que j'aurais dû m'abstenir. Je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que Roland Lescure, je vais m'abstenir de l'imiter à l'avenir. Voilà. Mais écoutez, c'est la news la plus importante. Moi j'imite 20 politiques. Ah bah dis donc. Moi j'essaye, mais c'est pas trop ça. Voilà. Je peux, enfin, disons que j'y mets toute la bonne volonté du monde, mais ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Hein. On n'est pas tous doués en imitation politique. C'est comme ça. Mais donc voilà un petit peu la première news. Je t'apprendrai. Je vais prendre des cours d'imitation. Je vais devenir le nouveau. Comment il s'appelle celui qui fait les imitations là. Qui fait une émission sur TF1. J'ai oublié son nom là. Spoiler, je regarde pas la télé, donc c'est pour ça que j'oublie son nom au gonze. Euh, je l'avais. Merde. Canteloup, voilà, qui fait des imitations, mais bon. Oui, voilà. Eh ben, les grands esprits se rencontrent. Je crois que ton chuchotement est arrivé à mes oreilles avant que le commentaire ne soit posté. Et effectivement, Canteloup, c'était à lui que je pensais. Si t'as Discord ou WhatsApp, je t'en ferai. Alors pour l'instant, ça fait partie de mes projets. Je vais créer un Discord pour cette chaîne Twitch, donc il y aura peut-être moyen d'organiser quelque chose là-dessus. Ce serait rigolo. Pour l'instant, ce Discord n'existe, oups, pas encore, mais ça va venir dans les semaines à venir. Le temps pour moi de préparer ma communication. Et bien sûr, enfin, en termes de dernière actualité qui va arriver, c'est le budget 2025. On en a parlé un petit peu, mais on arrive sur des dates charnières
qui sont en train d'arriver et qui donc de toute façon dans tous les cas vont être pressés. Je vais pas lire l'article parce qu'on n'a plus le temps, mais tout simplement en fait le budget 2025 doit être sur le bureau de l'Assemblée au plus tard au 1er octobre, mais il n'empêche qu'en fait, il y a d'autres échéances à remplir. Peut-être qu'ils le disent. Quel calendrier? Ah, voilà. La préparation du budget s'inscrit dans un processus de préparation enclenché dès le printemps. La loi organique relative aux lois de finances, qu'on appelle une LOLF, c'est très le LOLF, qui est l'équivalent de la constitution financière de l'État, prévoit que le gouvernement présente aux parlementaires avant le 15 juillet une première évaluation des dépenses engagées pour l'année à venir. Donc le 1er octobre pour cette année. Les parlementaires disposent ensuite d'un délai de 70 jours au maximum pour examiner, amender et voter le texte, qui peut encore être soumis au Conseil constitutionnel sur saisine d'un groupe de députés ou de sénateurs, afin d'évaluer la conformité des mesures du projet de loi de finances avec la Constitution. Et oui, parce que c'est pas parce que le budget est voté qu'il respecte la Constitution pour autant. La loi doit être promulguée et publié au journal officiel au plus tard le 31 décembre pour que les crédits puissent être engagés à partir du 1er janvier. Décaler l'examen? Non. Non, je pense pas. Modifier le texte par amendement, peut-être, oui. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement, est-ce que Michel Barnier va devoir passer son budget par 49.3 au risque d'être censuré? Et là, on va voir effectivement, là, s'il y a des motions de censure, les masques vont tomber, notamment vis-à-vis du Rassemblement national, qui avait dit qu'il ne censurerait pas le gouvernement de Michel Barnier. On verra bien avec le budget s'il se décide de le censurer. Il y a l'article 47 aussi de la Constitution. Au bout de 70 jours sans vote, le gouvernement peut reprendre la main et appliquer les dispositions de son projet de budget par ordonnance. Ah non, c'était pas l'article 47, ok. C'était l'article... Ouais, ils en ont activé tellement l'année dernière que j'ai perdu la liste. Mais du coup, voilà, en fait, on n'est pas comme aux États-Unis où en fait, quand leur budget n'est pas voté le 31 décembre au soir, le 1er janvier, ils ont plus rien, plus de crédit. Donc, c'est ce qu'on appelle le shutdown, où toutes les administrations, tous les services sont paralysés parce qu'en fait, ils peuvent plus payer les gens, faire fonctionner, payer les factures, etc. En France, il y a quand même des configurations qui permettent d'éviter ça, même si le budget n'est pas voté, dont notamment de l'article, enfin cet article 47. Il y en a d'autres aussi. Je suis de Normandie. Je reste volontairement flou sur la région, enfin la localité dans la région, mais voilà. Tout ce que je dirais, c'est que je suis de Normandie. Et toi, du coup, Raichu, de quelle région es-tu? J'aime bien savoir un petit peu d'où viennent les viewers. Oui, je me doute, mais je préfère préciser à bon entendeur. Picardie, d'accord, région des Hauts-de-France. Ah bah finalement, on n'est pas si loin que ça, hein. Ah, très bien. L'article 16 de la Constitution, en dernier recours, qui octroie au président de la République des pouvoirs exceptionnels à titre temporaire. Alors, pour moi, l'article 16, il ne pourra pas être appliqué pour le budget. Parce que comme je vous ai dit, il y a des articles de la Constitution qui permettent qu'il y ait quand même une sorte de budget qui soit activé, même s'il n'y a pas de vote du Parlement. Et donc l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs d'exception au président de la République ne rentre pas dans le cadre de cela, puisque c'est pour faire fonctionner le pays, enfin pour garantir le fonctionnement des institutions de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat n'étant pas perturbés dans leur fonctionnement, pour moi, il n'y a pas de raison que l'article 16 soit utilisé. Mais voilà, je vous parle du budget parce que ça va venir et surtout en fait, alors je sais plus si c'était en fin de semaine dernière ou aujourd'hui même, Éric Coquerel, toujours le fameux président de la commission des finances, a menacé de se rendre à Matignon
pour obtenir les documents budgétaires, pour savoir un petit peu qu'est-ce que le gouvernement Barnier prévoit de déposer sur le bureau de l'Assemblée. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que normalement, en fait, que gouvernement ou pas, la commission des finances va recevoir la lettre de cadrage de Matignon qui permettra de dire bah je prévois à peu près tant de milliards pour tel ministère, tant de milliards pour tel ministère, etc., etc. Ce qui permettra d'avoir une première vision du budget. Mais voilà, ça on va le savoir normalement aujourd'hui ou demain, grand maximum. On a peut-être même déjà les premières informations qui circulent. Mais moi, du coup, je vais choisir de m'arrêter là pour l'agenda politique, puisque on a terminé les news de la semaine et, euh, et, euh, et on a vu un petit peu ce qui va occuper, grosso modo, hein, à chaque fois je rentre pas trop dans le sujet, parce qu'en plus c'est compliqué de prévoir ce qui va se passer sur la semaine. Hein. Je suis pas une voyante qui tire des plans sur la comète. Je fais simplement avec les faits et le calendrier qu'on a à disposition. C'est pour ça que je passe moins de temps sur l'agenda de la semaine que sur l'agenda de la semaine passée. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce stream. Voilà, je suis toujours ouvert aux commentaires, aux remarques constructives. Peut-être l'actualité qui vous a plu, peut-être aussi, sur tout ce qu'on a vu. Donc, je voulais financer ta chaîne. Et oui, alors il se trouve qu'en fait, je suis pas encore affilié Twitch. J'ai pas encore rempli les conditions. C'est très gentil Raichu de vouloir financer ma chaîne. J'essaye de faire justement du contenu et de faire de la publicité autour de moi pour que je puisse remplir les conditions pour être affilié Twitch. Et justement, une fois que ce sera le cas, toutes les options seront disponibles. C'est encore mieux qu'un Dr. Queen ou un Stéphane Bern. Eh ben écoute, au-delà de la blague, c'est quand même très gentil de le dire. Voilà, ça m'encourage à continuer dans cette voie-là. Moi, j'aime bien parler de politique, hein. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis sur les articles qu'on a vus. On a commencé par l'état de l'Espagne, qui est félicité pour sa gestion budgétaire, et la France qui s'enfonce. On a parlé ensuite de la plainte de l'UFC Que Choisir et d'un consortium d'associations auprès de la Commission européenne contre 7 éditeurs et leur monnaie virtuelle. Nous avons ensuite parlé de la réforme des retraites, si elle a des chances de survivre à l'ère Barnier. Nous avons parlé de la fête de l'humanité et de Dominique de Villepin qui s'est fait ovationner là-bas, de Michel Barnier qui promet son gouvernement pour cette semaine, et enfin des éléments budgétaires qui vont arriver dans la semaine à venir.